La conscience animale est un sujet de recherche philosophique depuis l'Antiquité. Dans un mouvement pendulaire, on avance et on recule dans l'avancée de leurs droits. Pendant longtemps, les souffrances infligées ont été analysées à travers le prisme éminemment humain de la morale, c'est-à-dire je fais souffrir un animal, un être sensible et un être vulnérable, et c'est un problème de morale, c'est-à-dire je suis immoral à faire ça. Mais on ne voyait pas l'animal pour lui-même. Mais depuis le XXe siècle, des mouvements envisagent l'animal pour lui-même en tant que, moi je dis, en tant que personne animale, mais vous avez le philosophe Peter Singer qui dit comme un animal non humain. C'est deux façons de le présenter, personne animale, animal non humain. Deux belles façons, en tout cas, de s'exprimer. Dans le monde de la justice, en dépit d'une volonté citoyenne forte, l'animal a du mal à s'imposer sur la scène judiciaire, car il est fraîchement débarrassé de ses oripeaux du bien meuble, et cela que depuis 2015, comme on le sait, il est devenu un être vivant et sensible, mais il est toujours régi par le droit des biens. Le législateur en droit pénal vient de pondre une loi porteuse d'espoir en augmentant les quantums sanctionnant les actes de cruauté, sévices graves, et en reconnaissant, ce faisant, la dangerosité de leurs tortionnaires. Désormais, depuis la fin de l'année 2021, il est encouru entre 3 et 5 ans de prison ferme contre les tortionnaires d'animaux, ce qui va indubitablement donner une marge au juge, une aisance nouvelle pour incarcérer, car tel est mon combat, que ceux qui osent toucher à la pureté et à l'innocence d'un animal aillent derrière les barreaux et pour longtemps. Je caresse le rêve qu'un jour, ces actes abjects, venus des profondeurs putrides de l'âme humaine, soient criminalisés. En lévitation, entre l'objet et le sujet de droit, entre la volonté populaire et l'évitement des parquets, il est urgent de le défendre, et la nouvelle noblesse du mandat de l'avocat est de l'étendre à l'animalité. Je vais donc d'abord vous faire un bref historique de ce mouvement pendulaire qui a agité les philosophes pendant les siècles, un très bref historique, et je passerai à mon expérience personnelle et ce qui en a été en quelque sorte le détonateur, la muse, c'est-à-dire mon petit chien. Déjà en 500 avant Jésus-Christ, Pythagore disait « Tant que les hommes massacreront les animaux, ils s'entretueront. Celui qui sème le meurtre et la douleur ne peut récolter la joie ou l'amour. » Vous voyez, c'est ancien. Théophraste, au IVe siècle avant Jésus-Christ, disait « Ils peuvent raisonner, sentir et ressentir de la même manière que les humains. » Mais cet avis ne prévalut pas. En effet, la modernité occidentale a vu se répandre l'idée honteuse, inouïe, incroyable, développée par Descartes, c'est-à-dire la conception de l'animal-objet. Il considère que l'animal est comme une machine, qu'il est privé de sensibilité. Comme une machine, il est un assemblage de pièces et de rouages dénués de conscience ou de pensée. Donc cette pensée cartésienne a largement freiné le développement de la cause animale et son avancée. Toutefois, c'est tellement absurde que la reconnaissance de la complexité de l'intelligence animale a conduit à l'abandon du paradigme cartésien de l'animal-machine. Et, je ne vais pas appesantir plus longtemps les débats avec ces considérations historiques, mais moi j'aime beaucoup la phrase de Victor Hugo qui, en une phrase, contient toute la mesure de l'immensité, de la beauté de l'animal lorsqu'il dit « Pas de bête qui n'ait un reflet d'infini ». Au XIXe siècle, Jérémie Bentham disait, il a posé pour la première fois la vraie question. La question n'est pas « peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler ?» La question est « peuvent-ils souffrir ?» Et il a développé le concept de la sentience animale, c'est-à-dire cette capacité de sentir
Il ressent la douleur, le plaisir et diverses émotions. Ce qui lui arrive lui importe. Ce fait lui confère une perspective sur sa propre vie. En 1975, Peter Singer, dans un livre célèbre appelé « La libération animale », il dit que selon lui, les intérêts des animaux sont à prendre en compte en fonction de leur capacité à ressentir la souffrance, et nous y voilà. Car l'éthique se trouve interpellée. Car si tuer son semblable est un crime, assassiner des vivants qui, dès lors qu'ils sentent, sont eux aussi nos semblables, en est un ou devrait l'être. Et on arrive à la criminalisation que je souhaite. Pourquoi serait-il impardonnable de massacrer des enfants humains et tout à fait indifférent de broyer vivant des poussins? Donc on pose la véritable question de la sentience, de la capacité à souffrir. Mais pour Peter Singer, il n'est pas vraiment indispensable d'utiliser la notion de droit pour reconnaître une importance morale aux animaux non humains et respecter leurs intérêts. C'est là qu'on arrive au cœur névralgique du problème, celui que je vais développer dans la deuxième partie. C'est-à-dire le droit reconnu aux animaux d'avoir des droits. Et si on pose comme postulat que l'animal a des droits, alors ils ont le droit d'avoir des avocats, des défenseurs pour le faire respecter. À la SPA, en 2015, il y avait un chien mutilé par son bourreau, Iko, dont la résilience a été perçue. Un être hors pair, un petit bonhomme de 4 kilos, supplicié par la vie, battu, martyrisé. Il a pratiquement plus de museau et 2 échancrures sur le côté. Les liens qu'on lui a mis ont été tellement serrés que les chairs sont parties. Mais les soigneurs, par une espèce de magie de ce chien, ont décidé de lui donner une chance. Et le 14 août 2015, alors que je regardais mon fil d'actualité, il est sorti de l'écran. Il gisait sur une table en zinc, comme mort. Et il y avait ce texte monumental, immense, qui m'a touché, qui m'a fait agir toutes affaires cessantes. On a décidé de lui donner une chance. Et je suis allée chercher Iko, ce 14 août 2015, et depuis il est à mes côtés. Et depuis je suis son affaire, et dans un mouvement de mépris sidéral pour la souffrance de ce chien et les séquelles qu'il porte sur son museau. Alors que le tortionnaire avait été mis en garde à vue, qu'il avait reconnu les faits en les minimisant, bien entendu, le parquet a décidé de classer l'affaire sans suite. Comme si Iko n'avait pas souffert, comme si Iko n'avait pas de séquelles. Sur le casier judiciaire de ce monsieur, il n'y a trace de rien. Il peut recommencer. C'est un permis qui lui a été donné de continuer à torturer. Alors, du plus longtemps qu'ils m'en souviennent, j'ai toujours voulu les aider. Et sur la gueule de Iko s'est trouvée la réponse que j'attendais depuis toujours. C'est lui qui m'a ouvert les yeux sur ce contentieux de la cruauté animale qui est honteusement cachée, dissimulée, traitée par-dessus la jambe comme une cause mineure alors qu'elle est une cause majeure. Et un jour venu, à satiété de l'humain et de son cortège de joyeuseté, viol, escroquerie, pension alimentaire, indexation, pognon, encore, et j'en passe, j'ai décidé que je ne voulais plus défendre que les animaux, que tout ce qui restait dans ma carrière, c'était pour eux et que pour eux. Je suis pénaliste de formation. Et mon expérience de droit pénal, je le mets à leur service. Dans le procès pénal quadripartite,
il y a le juge, le parquet, la partie civile, qui en matière de cruauté est une association où le propriétaire victime de la cruauté sur son animal, et le prévenu. C'est un procès en 4 parties. Mais si le raisonnement est enfermé dans cette impasse quadripartite, claquemuré dans cette logique sèchement juridique, la véritable victime, celle qui a souffert dans sa chair ou qui est morte, on est bien d'accord que c'est l'animal. Et c'est pas l'association, ni même le propriétaire, qui a un préjudice par ricochet affectif. Avec 30 ans de droit pénal au compteur, je me suis donc approchée d'une barre en 2017 et j'ai dit, persuadée d'être dans la réalité de la partie civile, de la vraie victime, j'ai dit, je plaide pour Titi. Yuki, Rosa et tant d'autres depuis. Car c'est lui qui a souffert, qui a subi les assauts d'un bourreau, qui est mort ou qui a des séquelles. Et figurez-vous qu'à part certains avocats à faisceau étroit, il y en a, personne n'a réagi négativement, tellement ça tombait sous le sens commun, sous le sens du juste, que les animaux méritaient des défenseurs pour eux-mêmes qui représentent la douleur, la décryptent et demandent ce faisant corrélativement une peine lourde pour cette somme de souffrances infligées à un être vivant, sensible, vulnérable et innocent de tout. Au fond, tout le monde l'attendait. Que l'animal ait des droits et donc un avocat. J'ai pas essuyé des sarcasmes, il y a bien eu quelques sourires, mais très vite, les citoyens français se sont ralliés à cette idée. Et on m'a dit, et c'est beau, je le retiens, maintenant on me le dit plus, parce que maintenant c'est passé dans les mœurs, on m'a dit que l'animal puisse avoir un avocat, ça nous redonne de l'espoir. Et cette phrase était extraordinaire, elle m'a beaucoup touchée. Car même si c'est impropre juridiquement, ça ne heurte en rien l'essence du mandat, qui est la défense et la probité. Car on porte la voix de celui qui n'en a pas, qui est parqué dans une fosse d'indifférence depuis tellement longtemps, par la justice qui est rétive à voir l'animal surgir sur la scène judiciaire. C'est un contentieux piétiné, oublié, car la justice française est fourbe. Elle le classe à tout va, occulte, ne veut pas voir par confort. Pour gérer les flux, comme ils disent. Ils laissent de côté les animaux sans voix et sans défense, les plus vulnérables d'entre tous. Combien de plaintes non prises, non traitées, combien de classements sans suite, de réponses minimalistes comme des rappels à la loi, des ordonnances pénales, des compositions pénales, et pour les juristes, je rajouterai l'ectoplasme de la saisine du parquet général. Parce que c'est une possibilité, quand on a un classement sans suite, de faire un recours hiérarchique auprès du parquet général, mais là encore, c'est un ectoplasme, c'est une vue de l'esprit, on aboutit à pas grand-chose. Combien d'injustices humaines faites à ces bêtes innocences? Dans quel bain la justice se roule? Celui de l'oubli, de l'indifférence, de la complaisance avec les coupables, loin de la valeur cardinale qui est de protéger les plus vulnérables. Einstein disait d'ailleurs, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Depuis 2017, avec Iko en majesté, comme une évidence, je défends les animaux innocents contre les salauds, ou les salopes d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes aussi. Je m'approche de la barre et chaque fois je dis
dans une enceinte de justice raide et roide chaque fois je plaide pour Fuji, Rosa, Iko, Ibu et tant d'autres. Et je le dirai encore, tant que je porterai ma robe. Au courrier à mes clients humains d'antan, je substitue des posts sur les réseaux sociaux où je parle à mes animaux. Je leur dis l'avancement de leur dossier, ce que je fais, les obstacles, les écueils, les défaites, les succès. J'en éprouve le besoin, faire état de mes diligences, et j'aime à imaginer qu'ils le sentent. Quand la mémoire d'un animal m'est confiée, quand il est mort, je me sens honorée, car je suis le dernier rempart avant l'oubli. Ce laps de temps, celui qui précède le sommeil éternel, ce vecteur magique où on ressort des archives hideuses et des oubliettes, ce temps suspendu entre la mort et la justice posthume, où on va tout faire pour que la victime ait des droits, ce temps où on l'évoque, où on s'affaire, et si on pouvait un peu rattraper les ignominies qui lui ont été faites, si cela seulement était vrai. Il est magnifique, le métier de l'avocat qui défend la mémoire d'un animal. Je procède par analogie avec l'humain. Quand la justice est sourde, je fais des citations directes, des plaintes avec constitution de partie civile. J'utilise toutes les voies de droit qui me sont familières pour mettre les bourreaux sous les feux d'un tribunal. Celui qui a osé faire souffrir une bête innocence par sadisme, pour se sentir puissant par humanité dévoyée. C'est le combat de ma vie. Traquer les monstres, ne pas leur laisser de répit. Que leur sommeil soit troublé par l'œil de Caïn, qui les observe jusqu'à ce que justice soit faite. En 2021, l'un d'entre eux a été incarcéré. Il avait commis le pire sur un petit chien de quelques mois. J'ai plaidé pour Ibu en avril 2021 devant le tribunal correctionnel de Marseille. Le chien martyr, borgne et brûlé sur presque tout son corps. Je me suis approchée de la barre. J'ai dit que j'étais son avocat et je lui ai parlé. Et je lui ai dit ça. Depuis 4 jours au moins, dans le huis clos sordide de son appartement, tu as subi la cruauté de ton maître, le dos brûlé, sévèrement, l'œil crevé, et pour parfaire son forfait, lorsque tu as agonisé, que tu n'avais plus la force de répondre à ses assauts, il t'a jeté à la poubelle comme un Kleenex usagé, et c'est là qu'on t'a trouvé et sauvé. Comment a-t-il pu, et encore en niant les évidences et en se rebellant, tout y est dans la personnalité de ton tortionnaire, un casier à rallonge, vol, menace, outrage, fourniture d'identité imaginaire, mais pourquoi toi, si frêle, tellement vulnérable? Une seule réponse, parce qu'il est lâche. Il s'attaque à tout petit et sans défense pour assouvir sa soif de cruauté. Il est dangereux. Il t'a considéré comme un jeu, un passe-temps, un objet qui ressent la douleur, qui hurle, et ça rend la scène interactive. Alors il doit rester en prison, un endroit sûr où on espère que ST va faire un long séjour, le plus long possible, pour venger Ibu de sa douleur, pour mettre au banc de la société pour un temps cet être qui n'a d'humain que le mot, pour calmer l'ordre public qui est choqué par cette cruauté infligée à un bébé, pour enfin dissuader d'autres tortionnaires en herbe. Tout cela, je l'ai plaidé et martelé pour Ibu qui guérira de ses blessures, qui a trouvé une bonne famille depuis, pour qu'il ait de l'humain un autre visage, doux et aimant, et plus celui de son bourreau,
déformés par la soif du mal. Le tribunal de Marseille a condamné à 10 mois ferme, j'en ai des frissons, à une interdiction définitive d'avoir un animal et un sursis probatoire. Il est une évidence, c'est que l'animal se rapproche plus d'un sujet de droit que d'un objet de droit. Et il faudra bien que la summa divisio soit modifiée. Dire que je plaide pour l'animal comme s'il était une personne, ce fut fracturer une porte qui était fermée sur leur douleur. Elle est désormais entr'ouverte et elle doit continuer à s'ouvrir grâce à des confrères et consoeurs qui acceptent de les défendre pour eux-mêmes en anticipant leur futur judiciaire qui leur conférera la personnalité juridique un jour. Des confrères et consoeurs qui étendent le mandat d'avocat à l'animalité. Ce qui reste, c'est pour eux. Mais c'est forcément limité dans le temps et je n'ai pas le don d'ubiquité. Alors j'ai ouvert une association dont le but est de lever des fonds pour les défendre devant les tribunaux, pour que partout en France, il y ait des avocats pour assurer leur défense, porter leurs souffrances et faire condamner leurs bourreaux. Déjà, une dizaine d'avocats ont rejoint ce mouvement innovant et tellement nécessaire pour eux. Défense et dignité animale poursuit ce but magistral pour leur devenir. Ressortir systématiquement les cold cases, contredire les parquets peu sourcilleux, saisir directement les tribunaux, réveiller la justice à la souffrance animale, sortir ce contentieux de l'ombre, sensibiliser les juges et le faire dériver de contentieux mineurs à contentieux majeurs. Les avocats qui ont rejoint ce combat sont leur futur judiciaire. Une chance immense, une destinée qui enfin s'éclaire. Schopenhauer disait « Toute vérité franchit 3 étapes. D'abord elle est ridiculisée, ensuite elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. » L'évidence est en marche, celle de la défense pénale des sans-voix. Le soir, je m'endors sereine. Je sais que la relève est assurée. Je vais pouvoir raccrocher ma robe en toute quiétude. D'autres avocats se sont infiltrés majestueusement dans la brèche et vont les défendre pour eux-mêmes et sont fiers de le faire, honorés de défendre des êtres vulnérables, innocents de tout, car là, ce sont de vrais innocents. Je les aime depuis toujours. Je les remercie d'être là et de donner encore un sens à ma vie quand l'humain se dérobe, quand les nuits sont noires et les jours aussi. Ils me procurent de l'espoir que je lis dans les yeux de Iko ou des autres. C'est le cadeau de ma fin de carrière que je n'attendais pas, car je n'aurais jamais pu l'imaginer même dans mes rêves les plus fous. Avocat de l'animal, c'est parler pour eux, s'exprimer en leur nom, les décrire devant des juges parfois médusés ou parfois attentifs, car oui, il y a un mouvement fort, puissant, qui vient du tréfonds des belles âmes humaines et qui dicte sa loi, la vraie, celle du cœur. Et je leur dis aujourd'hui, car je pense qu'ils savent, voilà, nous les avocats, on est là. On ne vous laissera plus supporter les horreurs humaines plus longtemps. On va se lever pour vous. Nous, les avocats des animaux, sommes fiers de vous défendre, car vous en avez un besoin intense, urgent. Vous avez été opprimés, tenus en esclavage trop longtemps. Vous avez été trop trahis, trompés, en échange de la pureté de votre amour. Et tant que j'aurai la force, j'insufflerai ce goût à des consoeurs et confrères qui ont rejoint cette conception
de l'extension du mandat d'avocat à l'animalité, car jamais il n'a eu autant de sens, jamais il n'a été aussi beau, aussi noble, immense, défendre un peuple tout entier, celui des sans-voix. Je porte ma robe avec une voix nouvelle, renouvelée, celle de faire ce lien si nécessaire entre votre souffrance tue et le juge sourd. Il faut plaider, plaider, plaider encore, et nous serons entendus. Je vous en fais la promesse. Tant que je le pourrai, tant que ma santé me le permettra, je poursuivrai inlassablement sur le chemin tortueux, difficile, escarpé, plein d'embûches humaines, mais je trouverai des chemins de traverse, et tous les dossiers seront traités par défense et dignité animale, et les avocats et les avocates, ces jeunes consoeurs et confrères qui sont avides de vous aider, qui sont formidables, qui vibrent pour vous, qui vous aiment.